Avant de nous plonger dans cette histoire, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Votre voix est essentielle à notre communauté, alors n'hésitez pas à partager vos pensées avec nous ci-dessous. C'était l'un de ces après-midi feutrés à Neuilly-sur-Seine, le genre d'après-midi où l'air lui-même semblait retenir son souffle. Le soleil, bas sur l'horizon, jetait une lumière dorée sur les pelouses manucurées et les façades en pierre de taille. Sur le papier, le quartier était un portrait de la réussite moderne, un mélange de familles d'origines diverses. Mais les règles tacites étaient aussi clairement tracées que les limites de propriété. En surface, tout le monde se saluait. En dessous, l'air était cassant de jugements silencieux. Léo Dubois, 17 ans, sortit de la belle maison en briques qu'il partageait avec sa mère. Il était grand pour son âge, avec une silhouette élancée et des yeux vifs et intelligents. Il portait un simple sweat à capuche gris, un jean et une paire de baskets impeccables. Alors qu'il déverrouillait sa voiture, une Peugeot 508 bleu nuit, bien entretenue, qui brillait sous le soleil déclinant, il sentit le poids familier des regards de l'autre côté de la rue. Madame Allard, la dame au rosier primé et à la clôture immaculée, se tenait sur son perron, les bras croisés, les lèvres pincées en une ligne fine et exsangue. C'était un regard qui transmettait la désapprobation sans prononcer un seul mot. Il le sentait toujours. Ce n'était pas bruyant, ça ne l'était jamais. C'était dans la façon dont on le regardait, comme si la voiture, bien que d'occasion et payée par le dur labeur de sa mère, ne correspondait pas tout à fait au jeune homme noir au volant. Comme si sa simple présence exigeait une explication. Léo se glissa sur le siège du conducteur et expira lentement. Sa mère lui avait envoyé un simple message aller chercher sa petite sœur, Chloé, à son entraînement de foot. Une simple course. Mais dans un quartier comme celui-ci, même les simples courses avaient un poids. En conduisant, il gardait les deux mains sur le volant, à 10h10. Non pas qu'il fût nerveux, mais c'était un réflexe, une posture apprise de non-menace. La prudence était sa seule armure. Il tourna sur l'avenue principale, le stade n'étant qu'à quelques minutes. Un instant, au son feutré d'un podcast, tout parut normal. Mais soudain, juste devant, il les vit. 2 voitures de police garées en travers d'une rue adjacente, moteur au ralenti. Pas de gyrophare, pas de sirène. Juste une présence silencieuse et intentionnelle qui fit s'épaissir l'air. Le pied de Léo quitta doucement l'accélérateur. Il ne roulait pas trop vite. Il ne faisait rien de mal. Pourtant, un nœud se serra dans sa poitrine. Il vit un agent s'avancer sur la chaussée et lever la main. Pas un salut, mais un ordre. Arrêtez-vous. Maintenant. Il se gara en douceur et baissa sa vitre. Un policier s'approcha, le visage un masque de professionnalisme détaché. Ses yeux regardaient à travers Léo, pas vers Léo. Papiers du véhicule et permis de conduire, dit l'agent d'une voix plate. Oui, monsieur, répondit Léo doucement, cherchant lentement, délibérément, dans la boîte à gants. Il gardait ses gestes mesurés, comme tout jeune homme noir apprend à le faire. Les yeux de l'agent balayèrent l'intérieur de la voiture. « C'est votre voiture ? C'est celle de ma mère, monsieur. »« D'accord. Où allez-vous ? » ?»« Je vais chercher ma sœur au stade. Entraînement de foot. » Le regard de l'agent s'attarda. « Vous habitez dans le coin ?» La question flottait dans l'air, lourde de sous-entendus. « Oui, monsieur. Avenue de Longchamp. » Un second agent, plus jeune et plus costaud, s'approcha de l'autre côté. Il s'appuya contre la portière passager, mâchant lentement un chewing-gum. « Ouvrez-nous le coffre, jeune homme. »
Le cœur de Léo se mit à battre un peu plus vite. « Pourquoi, monsieur ?» Il regretta instantanément sa question. « Vous avez quelque chose à cacher ?» répliqua le plus jeune, son ton passant de désinvolte à accusateur. « Non, non, monsieur. Je me demandais juste... Pourquoi ? Ouvrez le coffre !» Léo déglutit et appuya sur le bouton. Ils trouvèrent exactement ce qu'ils savaient s'y trouver: le sac de sport de Chloé, une couverture de rechange et des câbles de démarrage. Quand ils revinrent, l'expression du premier agent avait changé. Il n'avait plus l'air détaché. Il avait l'air décidé. « Veuillez sortir du véhicule. » Le sang de Léo se glaça. « Pardon ? Vous m'avez entendu. Sortez. » Les mains en évidence. Il bougea comme à travers l'eau, ses os semblant fragiles. Au moment où ses baskets touchèrent l'asphalte, une main rude saisit son épaule et le fit pivoter. Sa joue fut pressée contre le métal froid de la voiture avant qu'il ne réalise qu'on lui mettait les menottes. « Je n'ai rien fait, » dit-il, la voix tremblante. « Ne résistez pas, » lança le premier agent. « Vous êtes placé en garde à vue pour vérification d'identité. Vérification pourquoi ?» La voix de Léo se brisa, non de panique, mais sous la morsure aiguë de la honte. Ils ne répondirent pas. L'un d'eux prit son portefeuille et son téléphone dans la voiture. Il regarda les voitures passer, leur conducteur jetant un coup d'œil avant de détourner rapidement le regard. Un adolescent noir menotté. Dans ce quartier, c'était une scène que les gens voyaient et décidaient que ce n'était pas leur affaire. Il devait avoir fait quelque chose. « On va faire un tour au commissariat », dit finalement l'agent. « Mais je n'ai rien fait », murmura de nouveau Léo dans le vide. L'agent s'était déjà détourné, comme s'il n'avait pas entendu. Alors qu'on le plaçait à l'arrière du véhicule de police, sans lui lire ses droits ni offrir un seul mot d'explication, Léo aperçut son propre reflet dans la vitre, un gamin effrayé dans un sweat à capuche gris, qui, à leurs yeux, était déjà un criminel. La salle d'interrogatoire était une petite boîte sans fenêtre qui sentait l'eau de javel et le vieux papier. Les menottes restèrent, lui sciant les poignets. Il resta assis seul pendant ce qui sembla une éternité, le seul son étant la lumière rouge clignotante d'une caméra dans le coin, un œil silencieux et impassible. Il avait 17 ans, un lycéen avec mention très bien, un bon fils. Et pourtant, il était là, traité comme un criminel endurci, sans avocat, sans parents et sans voix. Il posa sa tête sur la table en métal froid et ravala ses larmes. « Ne pleure pas, » se dit-il. « Ne leur donne pas cette satisfaction. » Finalement, la porte s'ouvrit. Un brigadier entra, un homme aux yeux fatigués, avec un dossier sous le bras. Il regarda le dossier, puis Léo. « On a vérifié la plaque, » dit le brigadier, sa voix plus lasse qu'agressive. « La voiture est clean. Pas de mandat, pas d'infraction. Il y a eu un signalement pour un véhicule suspect dans le secteur. Vous correspondez au signalement. »« Quel signalement ?» demanda Léo, la voix à peine un murmure. Le brigadier fit une pause, ses doigts se resserrant sur le dossier. Il ne répondit pas. « Vous ne savez pas, n'est-ce pas ?» dit Léo, une lueur de force revenant. « Vous ne savez même pas de quoi on m'accuse. » Le brigadier détourna le regard, une lueur de malaise, peut-être même de culpabilité dans ses yeux. « Restez assis, on va régler ça. » Il sortit, la porte se refermant avec un clic définitif. Léo s'affala. Il n'était pas une personne. Il était un dossier, mal classé et ignoré. Il pensa à sa mère, l'imaginant arpenter la cuisine, appelant son téléphone encore et encore. La pensée de son inquiétude était pire que les menottes. Le temps passa. Puis, il l'entendit. Un changement dans le rythme du couloir à l'extérieur. Des pas. Pas le bruit lourd des bottes de police, mais le claquement sec et mesuré de talons.
déterminée, sans hâte, autoritaire. La porte s'ouvrit. C'était une femme. Une femme noire dans un tailleur pantalon anthracite parfaitement coupé, les cheveux tirés en un chignon élégant. Sa posture était calme, son expression contrôlée, mais ses yeux avaient une intensité qui semblait aspirer l'air de la pièce. Pour la première fois depuis qu'il avait été interpellé, Léo sentit quelque chose changer en lui. C'était comme de pouvoir respirer. « Léo, dit-elle doucement. »« Maman, murmura-t-il, la voix brisée. » Elle ne se précipita pas vers lui. D'abord, son regard balaya les menottes, la peau à vif sur ses poignets, l'épuisement sur son visage. Puis, elle tourna son regard lentement, délibérément, vers la caméra dans le coin. « Éteignez-la, dit-elle, sa voix calme mais absolue. » Quelques secondes plus tard, la lumière rouge clignotante s'éteignit. On frappa à la porte. Le brigadier de tout à l'heure entra, le visage blême. « Madame la procureure, je ne savais pas. »« C'est précisément le problème, brigadier, » le coupa-t-elle, sa voix glaciale. « Vous ne saviez pas. Vous n'avez pas demandé. Vous avez vu un jeune homme noir dans une belle voiture dans un beau quartier et vous avez fait une supposition. Il y avait un signalement, quelqu'un correspondant au signalement. Correspondant à quel signalement ? L'interrompit-elle, son ton aussi tranchant que du verre. 17 ans ? Noir ? Est-ce le signalement sur la base duquel vous placez un enfant en garde à vue, sans motif et sans avocat ? Le brigadier se tortilla, semblant souhaiter que le sol l'engloutisse. « Enlevez les menottes à mon fils !» ordonna-t-elle. Les clés tremblèrent dans ses mains. Quand les menottes tombèrent, Léo sentit une vague de soulagement si profonde que ses genoux flageolèrent. Sa mère s'avança, prenant doucement ses mains, son contact ferme et chaleureux. « Ça va, mon chéri ?» Il hocha la tête, incapable de parler. « Je sais que tu n'as rien fait, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu n'avais rien à faire. » Elle se tourna de nouveau vers le brigadier. « N'essayez pas de m'expliquer. Vous l'expliquerez dans un rapport officiel que vous déposerez sur mon bureau demain matin, avec votre insigne. » Les yeux du brigadier s'écarquillèrent. « Madame la procureure, je comprends votre position, mais... » « Non, » dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un quasi-murmure, mais portant plus de poids qu'un cri. « Vous ne comprenez pas. Le problème n'est pas que vous ayez arrêté mon fils. Le problème, c'est que vous ne saviez pas qui il était avant que j'entre. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je ramène mon fils à la maison. » Ils traversèrent le commissariat, une mer silencieuse d'uniformes s'écartant sur leur passage. Chaque chuchotement mourut quand elle passa. Alors qu'ils sortaient dans l'air frais de la nuit, cela ressemblait à une seconde chance. Léo regarda sa mère calme, posée, un pilier de force. Élise Dubois, la procureure de la République de Paris, venait de récupérer son fils. La nouvelle éclata comme un barrage qui cède. Le matin, la vidéo granuleuse d'un voisin était partout, montrant Léo tiré de sa voiture, coopératif et confus. Les gros titres hurlaient. La question qui hantait Léo, cependant, venait des sections de commentaires. Et si sa mère n'était pas procureure? Et s'il n'était qu'un autre jeune noir? Ce soir-là, il s'assit avec sa mère à la table de la salle à manger. « Je sais ce que tu penses, » dit-elle doucement. Il leva les yeux, le regard lourd. « Ils ne m'ont pas traité comme ton fils avant de savoir qui tu étais. »« Je sais, » dit-elle, et pour la première fois, il vit une fissure dans son sang-froid, non pas dans sa force, mais dans sa lassitude. « Je me demande chaque jour, qui va au commissariat pour les autres enfants ?» Le lendemain matin, elle officialisa les choses. Elle convoqua une conférence de presse. Elle se tenait à un pupitre sur les marches du palais de justice, le soleil scintillant sur la pierre.
Léo se tenait juste derrière elle. Mon fils a été interpellé et placé en garde à vue, non pas parce qu'il représentait une menace, dit-elle, sa voix claire et inébranlable, mais à cause des préjugés qui suivent les jeunes hommes noirs comme des ombres. Il a été libéré parce que quelqu'un a reconnu son nom. Mais qu'en est-il des enfants dont les noms ne signifient rien pour ce système? Il ne s'agit pas de ma position, il s'agit de principes, et cela s'arrête maintenant. Le parquet de Paris ouvrit une enquête de grande envergure sur les pratiques de la police locale. Les 2 agents qui avaient arrêté Léo démissionnèrent avant de pouvoir être révoqués. Mais pour Léo, le changement fut plus personnel. Il commença petit, en écrivant une tribune dans le journal de son lycée. Puis, avec le soutien de sa mère, il aida à lancer une initiative menée par des jeunes pour documenter et partager des histoires de garde à vue abusive, une plateforme pour les voix qui ne sont jamais entendues. Il l'appela le projet des 100 noms. Un soir, il publia un message court et simple en ligne. Je n'ai pas demandé à faire la une des journaux. Mais si mon histoire peut empêcher un autre jeune de n'être qu'un numéro de dossier, alors elle a de l'importance. Pas à cause de qui est ma mère, mais à cause de qui nous sommes tous. Il cliqua sur publier. Et quelque part, dans un commissariat très semblable à celui qui l'avait englouti, un autre policier vit le message, fit une pause et peut-être, juste peut-être, vit le prochain jeune qui franchit la porte non pas comme un signalement, mais comme une personne. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Merci de nous avoir rejoints. Pour participer à des conversations qui comptent, cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » et activez la cloche de notification. Commençons chaque journée avec des histoires qui construisent un monde plus empathique, ensemble.